Bien, bonjour. Donc oui, je m'appelle Xavier Sarrazin, je suis de IJC Lab. Alors je vous présente ce projet qui s'appelle D-Light. D-Light étant l'acronyme de Deflection of Light by Light. Et donc, comme vous l'aurez compris, l'objectif est de dévier de la lumière avec de la lumière. Dit autrement, c'est ralentir la vitesse de la lumière dans le vide, et ça avec, pour D-Light avec des impulsions laser intenses. D'où ma présence ici, parce que vous êtes des experts dans ce domaine, donc j'espère que vous serez indulgents. Alors cette équipe D-Light, en fait, est principalement voilà, les personnes de cette expérience. Donc il y a François Couchot qui travaille avec moi, et puis il y a un postdoc, Adrien Crèche, et puis une thésarde qui vient de finir sa thèse. On va accueillir un nouveau thésard. Et puis Scott Robertson, qui était un postdoc précédent, le théoricien, qui a fait toute la partie théorique et simulation numérique de cette expérience. Et puis on travaille, comme vous le savez peut-être, avec l'équipe LaserX. On utilise le laser de LaserX, et donc avec l'aide d'expertise de Elsa, Julien et Moana à LaserX, que vous connaissez peut-être certains. Donc c'est un programme ANR, qui a déjà terminé 3 ans d'ANR et qui est reconduit pour 3 ans à nouveau, à partir de maintenant. Voilà, et ça a été initié par François et moi-même. Donc nous, on vient de la physique des particules et cosmologie. On a découvert les lasers intenses en 2016, quand on a proposé cette expérience. Voilà, et toutes ces années nous ont surtout permis d'apprendre tout ce domaine avec passion. C'est vraiment intéressant. Et donc je vais vous présenter où on en est, et bon, voilà, vous allez voir, ça avance. Alors, donc le point de départ, comme vous le savez, c'est que la vitesse de la lumière, c'est une constante, c'est même une constante universelle. Les équations de Maxwell sont linéaires, et vous avez beau faire ce que vous voulez, la vitesse de la lumière va tout droit et toujours à la même vitesse. Et puis, c'est pas du tout le cas dès qu'on est dans un milieu matériel, où là, cette fois-ci, eh bien, on peut modifier cet indice optique de ce milieu, et on peut même le modifier en appliquant, si on applique des champs électromagnétiques intenses, on peut même commencer à faire des modifications non linéaires, et d'où toute l'optique non linéaire. Dans notre cas à nous, qui va nous intéresser, c'est évidemment le phénomène le premier observé avec les lasers intenses, c'est l'effet Kerr optique, où simplement l'intensité le champ électromagnétique du laser lui-même va modifier donc cet indice. Bon, ça vous connaissez très bien ici. Donc la question c'est, est-ce que le vide, qui est un milieu très étrange, alors on n'a plus le droit de dire éther, mais on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses dans ce vide, il y a des champs quantifiés, des fluctuations de paires plus ou moins virtuelles dans ce vide, il y a même un champ de Higgs, qui est peut-être tout simplement la même chose d'ailleurs, mais bon. Et on ne peut pas avoir de mouvement relatif galiléen par rapport à ce vide. Voilà tout ce qu'on connaît à peu près du vide, et puis il a une permittivité, une perméabilité. Donc c'est un milieu étrange qui se régénère continuellement, et la question est, est-ce que ce milieu-là peut être aussi un milieu d'optique non linéaire? Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas essayer de changer cette vitesse de la lumière? Alors, la première approche, enfin la première prédiction, ça date de 1936 avec Heisenberg et Euler, qui ont repris au départ, à cette époque-là, le vide décrit par Dirac, d'un vide d'électrons et d'anti-énergie positrons dans ce vide. Et puis ils se sont dit, il doit y avoir des couplages non linéaires de champs électromagnétiques que j'applique sur ce vide, et en ont déduit la polarisation et la magnétisation qui apparaissent dans ce vide si j'applique des champs électromagnétiques, et ont montré que les équations de Maxwell deviennent non linéaires, avec un terme de polarisation et de magnétisation qui est en E2 moins B2 ou en E scalaire B, qui sont les deux seules invariants de Lorentz, pour respecter quand même le principe de relativité restreinte. Après, ça a été retrouvé autrement. Disons que Euler-Heisenberg, c'est plus une approche de champ classique, certes, qui s'intéresse à un vide quantique, mais avec des champs classiques.
donc des prédictions purement classiques à l'échelle macroscopique, optique. Et puis plus tard, Schwinger a obtenu ce même résultat avec l'approche QED, diagramme de Feynman, et donc scattering, en disant on peut l'interpréter également comme de la diffusion photon-photon non linéaire, sachant que dans le cas classique, c'est plus des photons, c'est un champ, hein, mais un champ classique. Donc voilà où on en est, et donc depuis 1936, si la description quantique du vide n'est pas fausse, et en tout cas elle marche très bien pour tout ce qui est des phénomènes de diffusion et de perturbation, eh bien on doit arriver à modifier le niveau fondamental du vide cette fois-ci. Ce n'est pas faire de la perturbation, du scattering, de la diffusion, des productions paires plus ou moins qui vont sortir de ce vide. Non, là c'est vraiment modifier le niveau du vide à l'échelle macroscopique et changer ces fameuses constantes dites universelles, C, epsilon 0 et mu 0, et les changer en appliquant des champs électromagnétiques intenses externes. Alors, les tests les plus avancés expérimentalement, ça a été et c'est toujours la recherche de biréfringence du vide. Et la méthode est un peu similaire quelles que soient les expériences, c'est d'appliquer un champ magnétique continu dans une direction, dans un axe, sur ce vide, et de se poser la question, est-ce que l'indice du vide dans cet axe du champ magnétique est changé, à l'inverse des autres axes, et donc ça veut dire que ce vide serait un milieu biréfringent. Donc si la description quantique du vide est correcte, ce vide doit être biréfringent. L'expérience la plus sensible, c'est PVLAS, c'est en Italie, qui est terminée actuellement, ils essayent de poursuivre, mais ils utilisent des champs de 2,5 Tesla qui tournent à 5 Hz, pour chercher un signal synchrone à 5 Hz, c'est plus simple, et qui est appliqué sur une cavité Fabry-Perot. En fait, il y en a deux d'ailleurs. Cavité Fabry-Perot, où ils font passer un faisceau continu, et regardent s'il n'y a pas une rotation de la polarisation en sortie de cette cavité, après N passages dans cette cavité pour intégrer le signal. Et c'est 40 ans de développement. C'est Zavattini père qui a commencé dans les années fin 70 sur le papier, en 80, et c'est Zavattini fils, avec qui on discute aujourd'hui beaucoup ensemble, qui continue et qui est un peu épuisé de ça, il est proche de la retraite. Enfin, c'est vous dire, c'est du long terme. Mais après 40 ans de développement, eh ben, ils ont un bruit qui est seulement 7 fois plus élevé que le signal QED attendu. Après 100 jours d'accumulation de données, ils ont quand même accumulé 100 jours de mesures, 100 jours effectifs. C'est 2 ans d'accumulation. Et en fait, leur limitation, c'est le champ magnétique, 2,5 Tesla. Il faudrait, parce que ça va comme le champ au carré, hein, le signal attendu, c'est un peu comme les équerres, hein, ça va comme l'intensité. Et puis, en fait, ils sont limités par la biréfringence induite dans les miroirs diélectriques. Voilà, et donc ils en sont là. Alors, une autre méthode, c'est de se dire, je ne veux pas chercher une biréfringence, mais je veux chercher simplement une modification de l'indice, de façon générale, avec différentes façons, créer un réseau d'indices, de la diffraction, de la réflexion, etc. Et puis, il y a la plus simple, c'est de regarder de la réfraction. Quand il y a un changement d'indice, il y a une réfraction. Donc, la seule expérience de réfraction qui a été faite, c'était par Jones en 1960, un grand physicien expérimentateur anglais, et qui, à l'époque, il n'y avait pas de laser, il a utilisé une lampe de mineur pour faire un faisceau continu ultra stabilisé. Et puis, il s'est dit, je vais faire un prisme de vide. Donc, vraiment, son expérience, c'est impressionnant à voir, c'est vraiment un prisme. Il a embobiné, il a fait de la bobine avec un Tesla à l'époque, au courant, etc. Et puis, il s'est dit, dans ce prisme où il n'y a que du vide et un champ magnétique externe, si c'est correct, normalement, l'indice est modifié et je dois voir une déflexion de la lumière. Et il n'a rien vu. Il avait quand même une précision de 0,5 picoradian de déflexion, avec une très belle méthode de mesure, très sophistiquée. Malheureusement, le signal attendu est 10-23 radians à 1 Tesla. Donc il lui manque, mais ça, c'est pas grave, à l'époque, on cherchait quand même, parce et ils avaient raison d'ailleurs de se dire, il y a la théorie, mais en fait, on n'en sait rien, on ne sait pas comment elle vide, et peut-être qu'il sature. Hein. Personne n'est allé voir à ces intensités ce que donne le vide, en fait, on n'en sait rien. Et donc voilà, et il a mis une limite. Alors l'idée de Delight, c'est un peu la même,
Mais au lieu d'utiliser un champ magnétique avec une bobine ou un supraconducteur pour monter à 10 Tesla, eh bien, on utilise des champs électromagnétiques dans les impulsions laser intenses femto que vous utilisez aussi. Donc, si on prend l'exemple de LaserX, updaté à 2,5 joules, pour l'instant ils ont plutôt 1,5 joules, mais c'est pas grave, c'est un détail. Une cinquantaine de femto, on verra que de toute façon on peut travailler même nous à 200 femto, ça ira aussi, ça ne change pas. Et puis on focalise sur 5 microns, eh bien on a des champs, par exemple magnétiques, de l'ordre de 10,5 Tesla au carré, c'est-à-dire 10 puissance 10 fois plus fort que Jones. Donc un effet attendu de l'ordre de 10-13 radians. Et ça commence à pouvoir être détectable. On va voir comment. Donc voilà l'expérience D-Light, c'est ça. Donc c'est une expérience type pompe-sonde. J'ai pas de pointeur, mais c'est pas grave. Donc c'est pompe-sonde. On a une pompe haute intensité et une sonde contre-propageant. Pourquoi contre-propageant? Parce que ça c'est avec rotation de polarisation. Ça c'est pour qu'on ait E scalaire B qui soit non nul. Dans l'effet attendu de la... Non, mais c'est pas grave. Qu'on focalise. Au foyer, le profil de la pompe, profil en intensité de la pompe, doit imprimer un gradient d'indice dans le vide, créer une sorte de lentille électromagnétique dans le vide, avec un gradient qui suit le profil en intensité transverse de cette pompe. La sonde est légèrement décalée verticalement pour créer une asymétrie et créer une rotation des plans d'onde quand ça va croiser cette pompe. Et donc après interaction, on a une rotation et donc une réfraction et une déflexion moyenne d'un angle moyen qui est justement 0,1 picoradian. Sachant qu'on pourrait exprimer ça comme une sorte d'effet Kerr, parce que là c'est le champ électrique et magnétique, mais bon, d'effet Kerr dans le vide, et Scott Robertson qui avait fait une jolie publication et qui donne la valeur du N2 de l'effet Kerr effectif dans le vide, qui est de 1,6 10-33 cm² par watt. Donc c'est des ordres de grandeur plus faibles que dans l'air standard. Alors comment mesurer ce 10-13 radians, 0,1 picoradian? C'est évidemment pas en allant regarder le faisceau dévié sur un écran, surtout qu'on est au foyer, donc après ça rediverge, etc. Donc on va utiliser un interféromètre, une mesure interférométrique, et un interféromètre de Sagnac, parce que c'est le même chemin utilisé par deux impulsions. Donc le Sagnac, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, je ne sais pas, c'est une lame séparatrice, le faisceau incident est séparé en deux, donc la sonde en fait est séparée en deux, une impulsion dite sonde et puis une autre dite référence qui ne sera pas perturbée. Et puis les deux tournent dans le sens opposé et viennent se réinterférer dans la lame séparatrice. Et en fait, dans cette sortie-là, ils sont déphasés de pi, et donc c'est une sortie sombre, avec interférence destructive. Dans le bras commun, c'est l'intérêt du Sagnac, c'est que les deux impulsions suivent exactement le même chemin optique. On met une focalisation. Actuellement, on a deux lentilles. On pourra par la suite utiliser le miroir parabolique hors axe ici. Deux lentilles de focalisation et on focalise à la sonde et la référence au même endroit, mais qui ne passeront pas exactement au même instant. Et puis en sortie sonde, on a cette fameuse extinction qui est le rapport de l'intensité en sortie divisé par l'intensité entrante, qui va être limitée en fait par l'asymétrie en réflexion-transmission de la lame séparatrice. Alors là, on verra, on a un paramètre delta A, c'est-à-dire que R c'est 1 moins delta A sur 2 et le facteur de transmission 1 plus delta A sur 2. Et puis qui va être aussi limité par un déphasage résiduel entre les deux, soit dû à un déphasage intrinsèque, uniforme dans la lame séparatrice, ou à un déphasage qui va dépendre de la position spatiale, dû au défaut de surface des optiques, de l'alignement du Sagnac. On peut montrer alors qu'on a le facteur d'extinction qui va être le carré de ce delta A et le carré des phases. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on envoie la pompe? On focalise la pompe contre-propageante à la sonde en coïncidence temporelle, comme je vous l'ai dit, décalée verticalement. Donc la sonde
va être dévié d'un angle delta θ et donc déplacé transversalement après recollimation ici d'un déplacement petit delta y. La référence, elle, arrive juste après ou juste avant et donc est non perturbée. Et en sortie, on regarde le profil en intensité résiduelle, parce qu'on a toujours un profil, on a une extinction limitée quand même, on verra qu'elle est de 10-6 chez nous, et on a un profil résiduel, et ce qu'on va observer, c'est que ce déplacement petit delta y va correspondre au déplacement grand delta y du profil en intensité en sortie sombre d'interférence, et qui va être amplifié, qui va être égal au petit delta y, divisé par 2 fois la racine carrée du facteur d'extinction. Donc on a un phénomène d'amplification du déplacement qui est inversement proportionnel à la racine carrée de l'extinction. Donc plus on a une forte extinction, plus on aura une très forte amplification de l'effet. Voilà, on verra nous qu'on cherche à obtenir 5-10-6, enfin on a d'ailleurs, je ne vais pas vous spoiler la suite, mais on a une extinction de 5-10-6, ce qui correspond à une amplification de 250 de déplacement. Donc tout le jeu, ça va être d'observer ce déplacement. Pour ça, on fait des mesures avec des caméras CCD et on fait de l'alternance on-off. On est à 10 Hz de taux de répétition sur la ZRX et donc on alterne, un tir sur 2 il y a la pompe, un tir sur 2 on la coupe et on fait des mesures on-off pour faire des suppressions de 0 et d'essayer d'observer ce delta Y. Alors évidemment, on ne fait pas des mesures en single shot. Pour atteindre à la fin les mesures, il va falloir accumuler de la statistique, et voilà, puis ça devient une expérience de métrologie, etc. Tout ce qu'on aime. Alors, le signal attendu, justement, voilà la formule. C'est 2,7 nanomètres, malheureusement c'est fois un facteur. Donc en gros, il est proportionnel évidemment à l'énergie de l'impulsion pompe. C'est ça qui va donner l'intensité des champs. À la focale de focalisation. Plus la focale est grande, plus je vais déplacer le petit delta Y précédent. Et puis inversement proportionnel au cube des wastes au foyer de la pompe et de la sonde. Pourquoi le cube? Alors le carré, parce que ça c'est la surface, donc c'est l'intensité. Et puis après, il y a encore fois un W, parce que ça c'est la pente, parce qu'on est sensible à un gradient. Quand on a une réfraction, on est sensible à la pente, à la dérivée du gradient. Donc on a un W cube, donc, et puis le racine carrée du facteur d'extinction, qui est l'amplification de l'effet. Donc on voit là qu'on a, évidemment, l'énergie est donnée. On a 3 paramètres, j'ai oublié un troisième, est-ce qu'on le voit apparaître? Non, bah zut. Alors, on a sinon trois paramètres importants, ça va être le facteur d'extinction. Donc ça, c'est les valeurs dites goal, l'objectif, notre cahier des charges, voilà, pour obtenir une expérience qui a la bonne sensibilité. Donc l'objectif, c'est 4-10-6 pour une amplification de 250. Des wastes au foyer de la pompe et de la sonde de 5 micromètres. Et puis, j'ai oublié le point important, je ne sais pas pourquoi ça a disparu, la résolution spatiale pour mesurer la position du profil en intensité du signal d'interférence en sortie sombre de l'interféromètre. Et il faut évidemment mesurer très précisément cette position. Et là, l'objectif est d'atteindre 10 nanomètres. Alors, avec déjà ces paramètres-là, c'est un signal de 15 picomètres. Une résolution de 10 nanomètres, eh bien, il faut stacker, il faut accumuler de la statistique. Et comme vous le savez, c'est en faisant de la statistique qu'on mesure très précisément une valeur moyenne. Et donc, avec 10 nanomètres de résolution, en faisant des mesures on-off à 5 Hz, eh bien, on peut avoir une sensibilité à 1 sigma par racine de jours observés, de jours mesurés. Jours effectifs, parce qu'un laser femto, si ça tourne 6 heures, c'est déjà pas mal par jour, ou 8 heures, enfin bon, peu importe. C'est une autre discussion, mais voilà. Donc ça vous donne, voilà. Ça c'est avec LaserX et avec les objectifs atteints. Évidemment, juste, titre de comparaison, si on va sur le laser APLS, Eli Beam Center en Tchéquie, qui est en commissioning, l'objectif est d'atteindre au moins 30 joules à 10 Hz de taux de répétition. Pour l'instant, ils sont à 15 joules, je crois, à 3 Hz, mais bon, ou 10 joules, je ne sais plus combien, mais bon. Ça, c'est l'objectif, hein, c'est ce qui est écrit.
30 jours à 10 Hz avec les mêmes caractéristiques. Bon, déjà, on a un signal, évidemment, 10 fois plus fort, un peu plus que 10 fois plus fort. Donc là, on a 0,2 nanomètres. Et puis, on a une sensibilité à 1 sigma en une dizaine de minutes d'accumulation de données. Donc là, ça commence à être beaucoup plus... Mais c'est des lasers beaucoup plus difficiles d'accès. Et ça, c'est pour se projeter dans... Voilà, on saura bien le faire déjà sur LaserX ou ailleurs, sur des lasers similaires dans d'autres labos. Alors donc là, évidemment, l'objectif, c'était de vérifier déjà qu'on a ces extinctions-là, qu'on a la résolution spatiale de 10 nanomètres, et puis est-ce qu'on a déjà un signal dans un gaz. Donc les 3 précédentes années du programme ANR, ça a été de développer des prototypes, puis une expérience pilote. Voici la photo de l'expérience pilote ici. Donc ça, c'est la selle LaserX, pour ceux qui le connaissent. Et là, c'est l'enceinte à vide de D-Lite. À l'intérieur, il y a l'interféromètre de Sagnac, avec une photo ici. Bon, vous voyez, c'est un peu le bazar. Il y a une lame séparatrice, les 2 miroirs du Sagnac, avec pour l'instant les 2 lentilles, et beaucoup d'autres choses. On verra pour la suite de ce que ça représente. Donc voilà le schéma. Donc actuellement, sur tout ce que je vais vous montrer de résultats actuellement, c'est avec uniquement à basse énergie, avec un faisceau à incident qui est de l'ordre d'une centaine de microjoules, même pas, 50 microjoules, femto, et qu'on va séparer en 2. Un pour la sonde qui va rentrer dans le Sagnac pour étudier les performances de notre interféromètre, l'extinction, la résolution spatiale. Et puis une autre moitié qu'on va utiliser comme pompe basse énergie. Quand je vous dis basse énergie, on va scanner entre 1 à 10 microjoules. Et qu'on va également focaliser au foyer pour faire déjà une validation de cette méthode de mesure en mesurant un effet Kerr, non pas dans le vide, mais dans l'air, pression atmosphérique. Donc voilà, alors la suite de mon exposé, je vais vous présenter les mesures d'extinction, les mesures de résolution spatiale, voir si on arrive à notre cahier des charges, et puis les résultats de nos mesures de validation d'effet Kerr dans l'air à très basse énergie, microjoules. Voilà. Alors le facteur d'extinction, donc voilà une image typique en sortie sombre, quand on a tout bien aligné l'interféromètre de Sagnac, sur la caméra CCD. Alors ce qu'on voit, c'est là c'est la zone où on attend le signal, donc on ne voit rien, on a une extinction très forte. Et puis on a 2 spots de chaque côté, et ça ce sont nos réflexions en face arrière de notre lame séparatrice. Où on a un coating en face arrière qui est de 10-3, et donc ça correspond à un facteur d'extinction ici de 5-10-4. Donc voilà ici, ça c'est les spots de réflexion face arrière qui correspondent à une extinction de 5-10-4, et puis là on est en dessous évidemment, donc on ne voit rien. Alors si on va commencer à augmenter la sensibilité pour voir un peu ce qu'on a, enfin juste en changeant l'échelle de couleur sur notre image, on commence à voir là apparaître dans la zone d'interférence un bruit. Donc on voit des anneaux, je ne sais pas si vous voyez bien, des anneaux de diffraction, puis ici des points chauds, qui correspondent tout ça à des niveaux d'extinction de l'ordre de 3-10-5. Donc c'est les anneaux de diffraction dus à des défauts de surface de nos optiques, et puis les points chauds à des défauts de roughness, de rugosité. Voilà, donc c'est typique de tous ces bruits qu'on peut avoir. Donc là, c'est 3-10-5, c'est les niveaux à peu près d'extinction. Donc si on rajoute maintenant en sortie sombre, on rajoute un filtre, tout simplement un filtre spatial, le plus basique. Oui, on va y revenir après. Là, pour l'instant, on mesure déjà quelle extinction on va pouvoir obtenir. Oui, oui, mais c'était une très bonne question. Et en effet, tout le problème, on va le voir, est il faut éteindre le maximum pour pouvoir avoir une extinction forte, donc une amplification du signal important.
Et en même temps, il nous faut beaucoup de photons pour avoir une très bonne résolution du spot. Donc on verra comment on arrive à faire ça. Donc avec un filtre spatial, là on a rejeté tous les bruits. Le filtre spatial, c'est une lentille avec un pinot là, au foyer en sortie avant d'aller sur la caméra, et qui filtre tous ces bruits. Et là, on arrive à une extinction résiduelle de 3-10-6, et on tape dessus. Là. Enfin, on ne voit pas, ça vous paraît noir, mais après, si on amplifie encore, voilà, on est à une limite, qui, d'après ce qu'on comprend, est la limitation du delta A, le fameux asymétrie R et T, qui correspond à 10-3, c'est-à-dire 0,1%. Voilà. Et ça, c'est en sélectionnant une partie du spectre. On a une trentaine de nanomètres de large, de spectre, et on sélectionne sur 3 nanomètres de largeur pour aller scanner là où la courbe R et T est le plus proche de 50%, c'est-à-dire ce delta est le plus faible possible. Et on peut vérifier que si on ouvre sur l'ensemble du spectre, sur l'ensemble du spectre, donc on enlève notre fil spectral, on prend tout le spectre, cette fois-ci on prend toutes les valeurs de delta A possibles, et évidemment on a une détérioration de l'extinction et on commence à voir apparaître un signal qui est là complètement limité par le delta A au carré, qui vaut cette fois-ci 6-10-5. Alors juste, je ne vous ai pas dit, cette lame séparatrice, c'est une lame commerciale, achetée il y a 4 ans, 5 ans, qui a été achetée chez Semrock, une boîte américaine, et qui donc répond pratiquement aux caractéristiques. Il nous manque juste 2 points. Le premier, c'est d'avoir des coefficients de réflexion en face arrière, il va falloir plus faibles, parce que pour l'instant ça sature. Donc si on veut augmenter, il suffit d'injecter davantage de lumière incidente et on va voir apparaître le signal. Mais si on fait apparaître le signal, là on va complètement saturer. Donc on se doit de développer une nouvelle lame. Semrock ne développe plus ces lames-là, il ne gagnait pas d'argent. Aujourd'hui c'est difficile de trouver quelqu'un qui veut bien développer les nouvelles lames, mais on en trouve. Donc il faut développer une lame qui a des coefficients de réflexion face arrière plus faibles, 10-4, plus épaisse. Actuellement on a une lame simple de 3 mm, il faudra qu'elle soit plus épaisse pour décaler davantage nos spots, pour pouvoir les atténuer, et pour pouvoir augmenter l'énergie incidente, pour pouvoir, à facteur d'extinction donné, 5-10-6, commencer à voir apparaître un signal ici. Voilà, donc là on est en train de développer ça, on développe en partie ça avec le LMA à Lyon, et puis aussi avec 2 autres boîtes américaines, enfin on développe et puis après il faut raquer. Mais c'est... Enfin moi je ne sais pas faire, mais eux savent faire ça. Donc la deuxième point, c'est quelle est la résolution spatiale pour mesurer la position de ce profil en intensité en sortie. Avec les différents problèmes qu'il va falloir arriver au ce qu'on appelle le shot noise, le bruit quantique de la caméra CCD. Cette résolution va être donnée par les fluctuations statistiques du nombre de photons qu'on va mesurer. Il va falloir de l'intensité. Les fluctuations de pointée, parce que ce faisceau il bouge, donc il va falloir les corriger. Et puis les bruits de phase résiduels. Donc, comme dit précédemment, c'est bien gentil, mais comment je mesure la position d'un faisceau alors que je n'en ai pas? Actuellement, donc il faut juste injecter davantage de lumière. Nous, actuellement, avec notre lame séparatrice, nos spots sont trop intenses, mais surtout trop proches, parce qu'on peut les atténuer, mais actuellement, on n'a les queues de distribution. Donc il nous faudra au moins une lame plus épaisse. Donc pour l'instant, ça, on n'a pas. Donc, pour toutes les mesures par la suite, ce qu'on va faire, c'est on ne va plus travailler à 3-10-6 ici, mais on va dégrader l'extinction pour faire apparaître un signal. C'est le prix à payer pour l'instant avant d'avoir une nouvelle lame séparatrice. Alors pour dégrader le signal, on a 2 approches. La première, c'est de tourner très faiblement la polarisation du faisceau incident. La lame séparatrice est pour une polarisation P. On a d'ailleurs une lame demi-onde pour optimiser, parce que c'est P, voilà, donc on optimise pour être au maximum d'extinction. Inversement, si on commence à introduire une petite composante S, dans ce cas-là, on fait apparaître donc, une composante S du faisceau
avec une asymétrie en S qui est de l'ordre de 0,5, le delta S. C'est-à-dire qu'on a 80-20% au lieu de 50-50. Donc on a une très forte asymétrie, et d'un seul coup, on fait apparaître du signal en sortie, et qu'on règle, en tournant notre polarisation, on règle pour avoir l'intensité équivalente à nos réflexions en face arrière pour pouvoir travailler. Donc là, ça correspond à des extinctions de 5-10-4. Donc on a dû dégrader et travailler à 5-10-4. Alors le problème, c'est que on fait des mesures en S avec un très mauvais petit delta A, donc un facteur d'amplification qui est, en fait, dans ce cas-là, on peut montrer, on est dominé par ça et on a une très mauvaise amplification. Donc l'autre approche, parce que pendant longtemps on a travaillé là-dessus et on s'est trompé. L'autre approche, c'est de se dire, non, une lame, elle est faite pour un angle d'incidence d'attaque, 45 degrés. Donc on va tourner un tout petit peu, on ne va pas travailler à 45 degrés, mais on travaille à 46 degrés pour faire apparaître cette fois-ci, toujours en P, un petit delta qui va être 0,02 et donc un facteur d'extinction de 5-10-5 et une amplification cette fois-ci de 25. Donc là, on a un signal enfin qui apparaît. On va pouvoir commencer à mesurer des résolutions spatiales, mais avec une amplification de seulement 25 au lieu de 250, dû au fait qu'on a dû dégrader l'extinction. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors pour mesurer une résolution spatiale ou un déplacement du profil, il faut d'abord définir une région d'intérêt dans laquelle on définit un barycentre. Donc on définit une région d'intérêt pour le signal, une pour la réflexion en face arrière, et ces réflexions en face arrière vont nous servir à corriger toutes les fluctuations de pointée de notre faisceau. Le problème d'une ROI finie, c'est qu'on va biaiser la mesure du déplacement. Plus je définis une fenêtre petite, plus mon déplacement mesuré va être faible. Donc ça, c'est la taille de la ROI en fonction de la largeur à mi-hauteur de mon faisceau. Si je prends 1,5 par exemple, je vais ne mesurer que 10% mon déplacement. Et puis si je suis déjà, je ne sais pas moi, à 2 largeurs à mi-hauteur, j'ai quasiment 100% de mon déplacement réel que je vais mesurer. Donc j'ai intérêt à avoir une ROI grande, mais évidemment si je prends une grande ROI, je vais commencer à intégrer du bruit de phase, comme on va le voir, et dégrader notre résolution. Donc il faut trouver des compromis et étudier tout ça. Le deuxième point essentiel, après, c'est de dire, maintenant il va falloir surtout, on va chercher à obtenir des résolutions de 10 nanomètres, mais on a des fluctuations de pointée qui sont de une dizaine de micromètres à cette arrivée sur notre caméra CCD, de l'ordre de 2 pixels. Donc on se doit d'abord de corriger les fluctuations de pointée. Donc là par exemple un schéma, imaginons j'ai ma mesure off, là le signal, et puis la réflexion en face arrière, qui n'est rien d'autre que l'image du faisceau incident sans interférence. Donc je fais une mesure off, et puis je fais une mesure on. Mais une mesure on, c'est la même caméra, ça a bougé, c'est un autre tir laser, je suis sur une autre position, donc l'ensemble a bougé, donc ma référence me permet de voir de combien mon faisceau a bougé, et puis on, il se trouve que le signal d'interférence s'est déplacé un petit peu dû au signal recherché de D-Light. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des corrélations de la mesure du signal en fonction de la référence pour constamment se remettre sur une ligne de base et corriger des fluctuations de pointée. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc on a des mesures par exemple ici off, où on mesure la position du barycentre du signal d'interférence en fonction de la réflexion en face arrière. De là on fait un ajustement linéaire qu'on corrige et on reproduit ce fit ici. Et ça c'est les mesures alternées avec ici on va le voir avec une pompe à basse énergie dans l'air avec et là, on voit que les points, vous voyez, sont un petit peu décalés. Je vous ai pris une mesure avec un faible signal. Et de là, on en extrait le signal on, en faisant du on-off. Alors, avant d'essayer de regarder de l'effet Kerr, déjà, on va faire une mesure dédiée qui est sans pompe, faire du off-off. Donc, on compare une mesure sans pompe avec la mesure du tir laser juste après sans pompe. Et on sépare arbitrairement nos lots en un tir laser successif, et on fait du off-off pour voir si on a bien 0 et quelle est la résolution spatiale. Et c'est ça qu'on va définir comme résolution spatiale. Donc voilà un exemple d'un run de 4000 tirs laser, enfin une mesure avec 4000 tirs laser, environ 7 minutes,
Et ici, je vous représente le delta Y en sortie du signal d'interférence après correction des fluctuations de pointée en fonction du numéro de mesure on-off. Donc 2000 mesures on-off. Donc on voit là une dispersion. Cette dispersion, elle est ici donnée ici, sigma Y, qui est de 32 nanomètres. Et la valeur moyenne, eh bien, c'est 0,9 nanomètres, plus ou moins 0,7, c'est-à-dire le sigma divisé par racine du nombre de mesures. Donc on peut vérifier qu'on a bien 0, et on arrive à cette résolution de 32 nanomètres. Alors qu'est-ce que cette résolution? Pourquoi 32? Eh bien, il se trouve que là, c'est justement la limite du shot noise de la caméra qu'on a utilisée à ce moment-là. Et on a pu faire un banc de test dédié, un setup, pour aller mesurer justement cette résolution ultime de la caméra CCD due au shot noise, aux fluctuations statistiques du nombre de photons. Voici, alors c'est vraiment avec un schéma similaire, avec bon là c'est avec une diode, hein, on en voit directement, il n'y a plus d'interférence là, et d'interféromètre, et puis un signal de référence, et on applique exactement les mêmes algorithmes d'analyse que de D-Light pour faire du off-off après correction de fluctuation de pointée de cette diode laser, et on obtient ainsi la résolution spatiale ici en nanomètres en fonction de l'intensité qu'on envoie, c'est-à-dire en termes de nombre d'ADU sur la caméra. D-Light, on travaille dans cette région-là, ici, un peu avant la saturation de la caméra, pour avoir le maximum de photons. Et donc on voit que cette résolution va comme l'inverse de la racine carrée du nombre de photons, ce qui est normal pour un shot noise. Ce sont des fluctuations statistiques. Et ici, la résolution ultime. Alors, pour cette caméra-là, qui est la caméra la plus adaptée pour la suite, pour le projet D-Light, on atteint une résolution de 13 nanomètres. Pour la caméra utilisée sur celle-ci, c'est 32 nanomètres. Donc en fait, là, on est bien au shot noise, donc on est ravis. Sauf que, on triche un peu. Et pourquoi on triche un peu? Enfin, on triche un peu. Toutes ces mesures ont été faites avec une petite ROI, égale à la largeur à mi-hauteur de notre spot divisé par 2. Donc ça permet de réduire le bruit. Est-ce normal? Voilà. Ça permet de réduire le bruit, mais ça réduit l'efficacité de mesure d'un déplacement. Donc la question est, qu'est-ce que ça donne cette fois-ci quand je fais cette mesure de résolution spatiale que je vous ai présentée, là, le 30 nanomètres, en fonction de la taille de ma ROI. J'augmente la ROI. Donc là, 0,5, vous voyez, on était à 30 nanomètres. Et puis j'augmente la ROI. Et évidemment, je vois ma résolution se dégrader, c'est les points en bleu, parce que je commence à intégrer du bruit de phase de mon interféromètre, qui fluctue. Ici, c'est le shot noise qu'on a mesuré sur notre bomb test, qui est constant, indépendant de notre ROI. Et ça, c'est une simulation Monte-Carlo qu'on a faite, où on a simulé, en fait, cette dégradation, ce bruit de phase provient tout simplement, c'est normal, je vous dire pourquoi après, mais de bruit mécanique de nos optiques qui vibrent. Un Sagnac, on est indépendant de tout déplacement latéral, ça c'est très beau pour un Sagnac, c'est auto-stabilisé, mais par contre, une rotation va être sensible. Donc là, on a vérifié qu'avec un Monte-Carlo de simulation, on reproduit exactement notre dégradation de résolution avec uniquement des perturbations de 50 nanoradians de rotation, de sigma de rotation de nos miroirs. Alors, la raison, elle est simple, c'est qu'on travaille pour l'instant dans de très mauvaises conditions. On a un plateau d'interféromètre séparé de notre enceinte, qui est normalement ultra bas bruit, etc., mais posé sur une table optique qui n'est même pas sur un marbre. Et sur cette table, s'est installée une autre équipe pour les développements de laser plasma et qui récupère tout le bruit parce qu'ils ont tout raccordé à ça. Donc on récupère tout le bruit de la salle sur une table qui n'est qu'une petite plaque de 3 mm de nid d'abeille. Et donc c'est le pire du pire. On propose... Alors, je passe ça, voilà.
On propose deux choses. La première, c'est ce qu'on commence à faire maintenant. Ça va être de s'aménager autrement, une salle dédiée, pour installer D-Light sur une vraie isolation, un marbre avec des isolateurs, les techniques standards pour isoler un interféromètre. Et la deuxième idée, c'est de dire on a les capacités de mesurer ce bruit, ce qu'on appelle mesure de suppression du bruit de phase à haute fréquence. Et l'idée, c'est de pouvoir faire une mesure similaire juste après. Donc le faisceau sonde, on le sépare en deux avec une ligne à retard. Et la première impulsion, c'est celle qui va interagir ou pas, enfin à 10 Hz avec la pompe, celle qu'on regardait. Et on en a eu juste une autre après, qui va mesurer 10 nanosecondes après, à très haute fréquence, le même bruit, parce que ce bruit étant mécanique, à très haute fréquence, c'est le même. Et on va le séparer ensuite par avec une cellule de Pockels et un miroir polarisé, pour différencier les deux et les lire sur deux caméras séparées. Une caméra, ça sera pour mesurer le signal on-off habituel, et l'autre, c'est pour mesurer uniquement ce bruit de phase, ce bruit des rotations de miroir résiduelles, parce que quand on aura installé un marbre, tout ça, il y en aura encore, pour mesurer ce bruit et le soustraire. Donc c'est quelque chose qu'on commence à installer. Ça sera pour la prochaine fois les résultats. Alors maintenant, le dernier point, c'est, donc si je résume, on sait faire une extinction, mais il va falloir développer une nouvelle lame plus épaisse pour éloigner les réflexions en face arrière et les atténuer. On atteint la résolution spatiale du shot noise ultime et 13 nanomètres, on l'a. Malheureusement, il faut encore réduire du bruit mécanique. Le troisième point, c'est est-ce que ça marche ? En fait, une fois qu'on a fait tout ça, est-ce qu'on a bien un signal de déflexion light by light, et avant de le faire dans le vide, le faire dans l'air. Donc c'est l'objectif de notre expérience pilote actuellement. On envoie une pompe de très basse énergie, entre 1 à 10 microjoules, qui est copropageant avec la sonde cette fois-ci. Ça c'était parce que c'est pour commencer, pour intégrer un peu plus le signal. On intègre d'un facteur 3 à 5 plus que s'il était contre-propageant. Et on travaille, comme je vous l'ai dit, avec une amplification de 25, enfin, une amplification théorique attendue. Et on va regarder si on a un signal et s'il varie correctement en fonction de différents paramètres, en fonction de l'intensité de la pompe, en fonction du temps de retard de la pompe par rapport à la sonde, des polarisations relatives et du paramètre d'impact de la pompe par rapport à la sonde. Donc je vais vous montrer ces 4 résultats. Toutes ces mesures datent de l'automne, ont été présentées dans la thèse de Max Maillet, qui a soutenu sa thèse il y a 2 semaines, et voilà, qu'on va publier prochainement. Alors, donc à nouveau, ça c'était la photo du setup. Alors la première chose, c'est au foyer de superposer spatio-temporellement notre pompe et notre sonde. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on regarde avec une caméra au foyer, enfin déportée avec un miroir, mais on regarde au foyer directement, puisqu'on est à basse énergie, on atténue et puis c'est bon. Donc là, on a les interférences pompe-sonde pour synchroniser temporellement. Et puis on ajuste également la superposition spatiale pour être au paramètre d'impact optimum. En fait, l'effet, il y a la pompe qui va produire un gradient d'indice, et la sonde, il faut être astucieux pour la décaler un peu pour avoir une déflexion, mais pas trop. Si on l'éloigne complètement, il n'y a plus d'effet. Et inversement, si elle est complètement superposée à la pompe, il n'y a plus de déflexion moyenne parce que le problème est symétrique. Donc la sonde va tourner, aller vers les gradients forts, mais de chaque côté, et en moyenne, la déflexion est nulle. Donc il faut trouver un paramètre optimal, le paramètre d'impact, et on peut montrer qu'il vaut un demi, enfin la largeur divisée par racine de 2, il varie comme ça. Donc si on est à 0 superposé, on a un signal attendu nul. Il passe par des maximums à B-opt, et puis ensuite il rediminue si on s'éloigne trop. Donc on se place à ce fameux B-opt. Bon. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut faire les mesures. Alors voici le résultat ici. Donc en orange, de la mesure de la déflexion
du signal en sortie de l'interféromètre, cette fois-ci avec du on-off avec la pompe, en faisant varier l'énergie de la pompe et donc son intensité. Donc là, c'est donné en intensité au foyer, et 1 TW par centimètre carré, c'est à peu près 1 microjoule pour l'énergie de la pompe. Et donc, on a fait des mesures en scannant différentes énergies. On voit évidemment que le signal augmente quand l'énergie de la pompe augmente, avec une légère non-linéarité ici. Ça, c'est dû au fait qu'à très basse énergie, la pompe commence à avoir la même énergie que la sonde. Et donc, il y a une contribution de la sonde qui devient non négligeable. Et voilà, donc ça, c'est juste ça. Voilà, alors est-ce qu'on a une amplification? Voici, alors ça, je ne vous ai pas montré, mais on a... Attendez, je reviens juste. Voilà. Il se trouve que dans les deux réflexions en face arrière, il y en a une qui est l'image directe de la sonde, mais déviée. Alors, c'est celle de droite, là-bas, c'est-à-dire que c'est cette image-là, ça vient 50% de réflexion, elle est déviée par la pompe, voilà, elle est décalée du petit delta Y, mais ensuite, elle arrive sur la face arrière ici, elle rebondit, avant d'interférer à l'intérieur. Elle réfléchit ici, et c'est ce spot-là. Et donc, celui-ci est dévié, cette réflexion en face arrière. Donc, nous, on utilise celle-là comme référence de faisceau pour les fluctuations de pointée, et celle-ci juste pour démontrer, vérifier, pour avoir une mesure simultanée d'une déflexion standard non amplifiée par la méthode d'interférométrie. Et donc, c'est ce qu'on a ici. Voilà les mesures de la déflexion directe, évidemment beaucoup plus faible, puisqu'on n'a pas l'amplification. Ici, je zoome, qu'on voit ici. Voilà, ce fit-là est rapporté ici, divisé par 23. Voilà, c'est le facteur d'amplification qu'on a. On attend un facteur d'amplification de 25, donc on a bien l'amplification attendue. Et juste ici, en rouge, orange, je ne sais pas, c'est la déflexion attendue de simulation numérique de l'effet avec l'effet Kerr. Alors avec un N qu'on a pris, qui est celui de la littérature et de la valeur moyenne, hein, comme vous savez, il y a presque un facteur 2 d'incertitude sur cet indice Kerr, enfin c'est mon sentiment. Il se trouve que ça tombe bien là-dessus, mais bon, je prends une plus vieille valeur, et hop, ça va être un facteur 2 qui se balade. Voilà. Donc, première chose, on a bien un signal. Il faut voir que ça nous a pris quand même 1 an pour avoir enfin un signal robuste et reproductible. Voilà. Parce qu'avant, on avait des gros problèmes de contrôle de bruit de phase qu'on contrôle maintenant. Et ça, voilà, c'est une avancée importante. Alors, le deuxième, c'est se dire quel est le signal, ce signal D-Light maintenant quand on scanne temporellement la pompe par rapport à la sonde. Donc ici, la pompe est en avance de 80 femto et puis on la déplace, on scanne jusqu'à être la pompe en retard, jusqu'à moins 200 et quelques femtosecondes plus tard. Et on voit que notre signal amplifié, toujours en orange, augmente puis diminue. Finalement, c'est un profil de cross-corrélation, de déflexion du signal D-Light. Et donc toujours en orange, le signal interférométrique amplifié et en bleu, le signal direct. Ici, on a un facteur d'amplification de 15, voilà, dû au fait que notre alignement était légèrement différent. Le troisième observable, c'est de regarder le signal attendu quand on tourne la polarisation de la pompe, avec ici, donc 0, c'est quand la pompe est alignée, la polarisation de la pompe est alignée à la polarisation de la sonde, et le signal est maximum. Et puis on se retrouve à 180 degrés aussi. Et puis quand ils sont perpendiculaires, le signal devient nul. Voilà. Donc ça marche aussi. Toujours en bleu, le signal direct non amplifié. Le dernier point, c'est en fonction du paramètre d'impact. Cette fois-ci, on va scanner le paramètre d'impact pour voir si ça devient nul quand ils sont superposés, et puis ils passent par 2 maximum ou pas. Alors, là, ça nécessite de voir un point supplémentaire. Jusqu'à là, je vous ai parlé que de déflexion. Ma sonde, quand elle passe dans ce gradient d'indice de la pompe, elle va être
il y a une réfraction avec une déflexion qui va se traduire par un déplacement du barycentre de mon profil par grand delta Y, amplification fois petit delta Y. Mais il y a également un retard de phase. Or, on fait de la mesure interférométrique, on est sensible au retard de phase aussi. Et donc, s'ajoute un deuxième terme, donc la sortie d'interférence, on, c'est le delta A carré fois ce déplacement du barycentre, plus le déphasage au carré, fois l'intensité incidente, qui est le bruit de phase de notre Sagnac, plus le delta psi, c'est ce déphasage induit par l'interaction pompe-sonde. Or, ces deux termes, la déflexion, alors ça s'appelle la deflection of light by light et deceleration of light by light. Comme ça, on ne change pas l'acronyme, ça reste D-light. Ces deux-là vont varier différemment en fonction du paramètre d'impact. Et c'est pour ça qu'on a fait cette mesure, surtout. C'est pour dissocier les deux et voir l'importance de ce résidu ici. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, la déflexion est nulle quand ma sonde est superposée à la pompe, et maximum à B-opt, et puis redevient nul. Tandis que le déphasage est maximum quand ma sonde est superposée à la pompe. Je déphase au maximum ma sonde, et donc j'ai une cloche comme ça. Donc je passe par des maxima différents quand je scanne en B. Et alors voici le résultat. Donc ça c'est la déflexion directe. Donc là on a 6 microjoules pour voir un peu un effet important. On a la déflexion directe en fonction de B-opt. Donc on revoit cette courbe-là qui passe par 0 quand ils sont superposés, avec deux optimums à moins B-opt et plus B-opt, c'est symétrique. Et voici le signal après amplification. Et comme vous le voyez, ça ne passe pas par 0 et c'est asymétrique. Et pourquoi? Voici donc ça c'est un fit vraiment des formules précédentes. Voilà, avec les contraintes du delta qu'on connaît, etc. On a tous les paramètres, on les a mesurés, on fit avec, il n'y a pas de, le seul paramètre libre là-dedans, c'est l'amplification, c'est tout. Il n'y a pas de, même plus d'ailleurs, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de paramètre libre. Et donc voilà, ça marche très bien. Alors pourquoi ça ne passe pas par 0 avec cette asymétrie? Eh bien c'est justement ce terme de phase supplémentaire. Et si je prends le résultat de ce fit, et cette fois-ci, je force à avoir un bruit de phase de mon interféromètre nul, et bien dans ce cas-là, j'obtiens cette courbe attendue. Donc si on n'avait pas de bruit de phase de notre interféromètre, comme on a vu, qui vient de nos défauts de bruit, eh bien on devrait voir cette courbe verte. Or, on a ça. Donc là, on a pu, grâce à ça, caractériser nos bruits et voir les biais éventuels que ça peut faire sur notre signal. Voilà, alors, what next? Donc, l'objectif, évidemment, ce n'est pas d'aller mesurer de l'effet Kerr dans l'air. Ça nous a permis de caractériser très précisément tous nos interféromètres, les biais possibles, etc. L'objectif maintenant, ça va être d'atteindre la sensibilité pour commencer à faire des mesures dans le vide à haute énergie. Donc le premier point, c'est de réduire notre bruit de phase, comme je vous l'ai montré, aujourd'hui dominé par les perturbations mécaniques, donc en isolant et puis en installant cette mesure à haute fréquence de notre bruit de phase que je vous ai indiqué. Il va falloir aussi maintenant développer, ça va être avec l'argent de l'ANR, cette nouvelle lame séparatrice avec un delta petit sur l'ensemble du spectre et surtout des réflexions en face arrière avec un coating plus fort pour avoir des réflexions plus faibles et une lame plus épaisse pour mieux les séparer. Et puis ensuite, il va falloir évidemment faire du back-to-back. Donc ça, c'est nos prochaines mesures, c'est de faire la même chose mais en back-to-back avec des contrôles. Alors, l'objectif, c'est de commencer à faire des premières mesures sur LaserX d'ici 2024. Il faut quand même qu'on arrive à faire une première mesure avant la fin de l'ANR en 2025, c'est notre objectif. Au pire avec la sensibilité qu'on a actuellement, au mieux avec la nouvelle lame séparatrice. Voilà, éventuellement, quand on aura démontré que ça marche,
on a les bruits attendus, et le niveau de sensibilité attendu, alors on pourra imaginer de se placer sur un laser intense beaucoup plus important. Donc en conclusion, la mesure d'e-light, si ça marche, si on observe un signal, eh bien c'est pour ça que je fais ça, c'est que je pense que ça serait une mesure vraiment étonnante, à savoir que la vitesse de la lumière n'est pas une constante universelle, enfin du moins elle l'est dans un vide vide, c'est-à-dire dans un vide où il n'y a aucune contrainte, ce qui n'existe pas dans la nature, et il y a des champs électromagnétiques partout, et donc il suffit d'en mettre des plus forts et on peut commencer à avoir des effets de ralentissement de la lumière. Un autre exemple en fait, je ne sais pas pourquoi cette photo est passée par-dessus celle-là, je ne sais pas ce qu'elle vient faire là, c'est pas grave. En fait, je pourrais vous dire finalement cette mesure elle a déjà été faite, d'e-light, mais ce n'est pas avec des champs électromagnétiques, c'est avec des champs de gravitation, et c'est la déflexion de la lumière par une masse. Donc c'était Eddington en 1919. Quand j'ai proposé d'e-light en 2016, je m'étais dit, bon, il faudra y arriver en 2019 pour faire en 100 ans après. Bon, en fait, c'est évidemment très long, c'est magnifique. Mais, donc l'idée, c'est de faire la même chose. La grosse différence, c'est qu'ici, on a une théorie qui prédit un effet dû aux fluctuations du vide quantique. En gravitation, il y a la mesure est faite, mais inversement, il n'y a pas la théorie. On ne sait pas pourquoi il y a une courbure de l'espace-temps. C'est pas physique, une courbure de l'espace-temps. Voilà. Maintenant, c'est un projet qui est très difficile. Il n'y a pas de doute. Il faut aller rogner l'état de l'art. Souvent, on me dit, ah, c'est un peu, ouais, vos manips, c'est un peu comme Virgo LIGO. Alors, c'est vrai. En même temps, c'est faux. Virgo LIGO, c'est un énorme instrument qui nécessite beaucoup d'argent, des grandes collaborations, etc. d'e-light, je pense honnêtement que c'est des installations, vous l'avez vu, c'est plus petit, ça sera pas plus grand que ça. Voilà, mais c'est long. Il n'y a pas de showstopper, d'obstacles actuellement observés. On sait comment améliorer à chaque fois. Alors, on sait aussi que quand on réduit un bruit d'un facteur 10, on en trouve un nouveau, mais voilà, pour l'instant, il n'y en a pas. Il y a beaucoup de différents travaux à faire, comme je vous l'ai dit, comment réduire les bruits de phase, comment essayer de le mesurer en ligne à haute fréquence, comment travailler plutôt à 400 nanomètres au lieu de 800 pour la sonde pour mieux focaliser, comment s'assurer d'une calibration en continu de l'interaction contre-propageante quand on fera dans le vide, il faudra s'assurer que ça ne bouge pas, donc faire avec des jets de gaz continuellement pour vérifier qu'on a bien un signal clair, des choses comme ça. Bon. Il y a beaucoup de choses avec, je pense, beaucoup de bandes test. Aujourd'hui, nous, on est à maniper, on est 3. D'accord, en ce moment-là, il n'y a plus de thésard, il va y en avoir un, mais on est 3. Voilà, et je pense qu'il y a vraiment... alors, c'est quelque chose, moi, venant de la physique des particules ou cosmologie, on a l'habitude de faire, de collaborer avec plein de gens différents partout. Et je pense que là, c'est le cas. Nous, c'est ce qu'on demande. On dit, venez, si vous voulez, simplement avec un petit banc de test, développer un point. Il y a beaucoup de points à développer, à améliorer. Un point avec un étudiant en thèse, avec un postdoc, une personne. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Éventuellement, faire un setup similaire avec un laser plus intense, au joule ou 100 millijoules. Voilà, donc tout ça pour dire que tout nouveau collaborateur est bienvenu. Les Américains diraient « we need you ». Mais c'est vrai, on a besoin d'aide, de venir à cette aventure si ça intéresse certains. Et voilà, je crois que c'est tout. Ouais.